Donc moi, vous l'avez entendu, je suis jurassienne, vice-présidente en charge des formations sanitaires et sociales et du handicap. La présidente a souhaité que la région, malgré qu'elle n'ait pas la compétence handicap, se questionne un peu sur comment on peut, au travers de nos compétences, agir en faveur des personnes en situation de handicap. Donc j'ai construit une feuille de route avec ma collègue de la Nièvre, Anne-Marie Dumont, et puis les services de la région, en rencontrant plusieurs partenaires, têtes de réseau, pour faire quelques propositions d'action et la mise en place d'une démarche qui implique vraiment cette culture du handicap au sein de la collectivité. Voilà. Moi, ce que je voulais... Alors, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que c'est un sujet sur lequel on travaille actuellement au sein des services de la région, au sein du conseil régional, sur ces métiers en tension qui nous inquiètent. On nous inquiète parce que, je leur expliquerai, mais on a des places vacantes en formation sur certaines formations, et ça date depuis 2 ans. Et c'est la première fois sur des métiers où il y a des besoins, donc c'est inquiétant. Donc, comment on peut rendre attractifs ces métiers? C'est un sujet national qui est lié aussi à tous les métiers du grand âge. Vous avez dû entendre parler de la mission El Khomri qui est en cours. Je trouve qu'ils sont un peu en retard, mais ça c'est c'est mon opinion personnelle. Ce qui serait important, c'est que je vous rappelle un peu les compétences de la région sur les formations sanitaires et sociales, comment elle agit, quelles sont les compétences que l'État lui a confiées, et après je vous donnerai mon avis, moi, sur la question de l'attractivité de ces métiers. Donc, sur les formations sanitaires et sociales, donc l'État nous a confié en 2004 les formations sanitaires et en 2017 les formations sociales. Chez nous, en Bourgogne-Franche-Comté, ça concerne 12 diplômes dans le social. Ce sont les assistants familiaux, l'AES. Je vous dis les cycles, vous me dites si... les TISF, techniciens d'intervention sociale et familiale, les EJE, les éducateurs jeunes enfants, éducateurs spécialisés techniques, le CAFDES, le CAFERUIS et à l'ingénierie sociale. Et 16 métiers dans le domaine de la santé. Aide-soignant, ambulancier, auxiliaire puère, diététicien, ergothérapeute, psychomotricien, kiné, puériculteur, infirmier avec toutes les spécialités, infirmier bloc opératoire, anesthésiste, manipulateur d'électrocardio, opticien lunetier, cadre de santé, orthophoniste et sage-femme. Voilà. Vous avez déjà le panel des formations qui ont été confiées aux régions. Alors, nous intervenons sur les formations initiales et pour les demandeurs d'emploi. Pas pour les salariés. En région, c'est 8800 élèves étudiants chaque année. Ça représente 8800 étudiants. Et c'est 36 organismes de formation sur le paramédical et sage-femme, avec des statuts juridiques différents. Il y a associatif, hospitalier, universitaire et certaines formations aussi qui sont proposées dans les GRETA. Ces 15 organismes agréés sur le social, dont 10 en statut associatif, 4 en lycée et 1 sous statut hospitalier. Voilà, un peu la vision de l'ensemble. Alors nous, le conseil régional, quelles sont nos responsabilités dans ces formations? Donc on agrée les instituts et les écoles et les directeurs.
On répartit aussi les quotas que le ministère nous accorde. Alors on fait une demande en lien avec l'ARS, parce qu'on établit une carte des formations. Alors c'était un volet du CREFOP que vous devez connaître, qui va être transformé. J'ai encore pas trop la vision de comment ça va se dérouler, mais on avait établi, nous, une carte des formations pour vérifier tous les besoins sur l'ensemble du territoire, sur plusieurs formations, dont certaines qui sont soumises à quotas, et ces quotas sont demandés via l'ARS au ministère. Le ministère nous les accorde ou pas. Et une fois qu'on a ces quotas, on les répartit sur l'ensemble des instituts de formation de la région. Sont soumis aux quotas les sages-femmes et certaines formations paramédicales comme infirmiers, kinés, psychomotes, orthophonistes. Et nous avons, quand on a travaillé cette carte des formations, nous avons eu le souci de répartir sur l'ensemble du territoire, de faire en sorte que sur l'ensemble du territoire, nous puissions avoir le panel des formations. Bien évidemment, c'est un peu plus compliqué quand on rentre sur des formations universitaires, où là, on est en lien avec, dans le cadre de l'universitarisation, en lien avec les universités, donc on n'est pas les seuls à agir et à agir, et du coup, c'est pas forcément évident de décider seul. Il faut qu'on décide en cohérence avec ce que peut donner comme moyen, ce que l'université peut donner comme moyen en termes de formateurs. Par contre, sur tout ce qui est formation de niveau 5, on essaye de faire en sorte à ce qu'elles soient les moins éloignées des demandeurs d'emploi et des élèves, parce que c'est quand même des formations à ce niveau-là. On rentre sur des publics qui ont plus de difficultés à se déplacer, avec moins de mobilité. Alors comme je disais, avant d'ouvrir ces écoles, il y a un travail qui est fait soit avec l'université quand c'est des formations universitarisées sur le volet pédagogique. C'est un travail concerté aussi avec l'ARS et la DRJSCS pour l'instant encore. Vous connaissez le sujet, hein, vous savez que ça va bouger aussi au sein de ces services de l'État. D'après ce que j'ai entendu, certaines formations repartiraient sous l'égide de l'université et d'autres sur l'égide du rectorat. Donc là, il va falloir qu'on travaille avec ces partenaires. Nous finançons le fonctionnement des instituts paramédicaux. Dans le fonctionnement, c'est tout ce qui est en lien, c'est toutes les charges qui sont en lien aux formations qui nous concernent. Donc on ne finance pas le fonctionnement destiné à la formation continue. On a certains instituts qui font aussi de la formation continue. Et puis, on finance aussi les formateurs dédiés à la formation. Les vacations des formateurs universitaires et les formateurs de l'Institut. Donc là, c'est formation paramédicale et sage-femme. Et sur les formations du social, on finance des places de formation. Donc le coût de la formation au bénéfice donc, des jeunes en formation initiale et des demandeurs d'emploi. Donc c'est des conventions qui sont signées avec les instituts et les écoles. Alors, budgétairement, c'est un total, je reprends les chiffres de 2018, c'est 37,3 millions d'euros destinés à ces frais de fonctionnement, dont 30,2 millions sur le paramédical et sage-femme, 86 000 euros qui est destiné à l'Institut de Mulhouse, parce que sur l'ex-Franche-Comté, on avait fusionné les formations, enfin fusionné, je sais pas, c'est pas le mot, mais on avait travaillé avec l'Institut de l'IFPS ou l'IFMS de Mulhouse, je ne sais plus, l'Institut des formations à la santé de Mulhouse, pour les formations d'ergothérapeutes et de psychomotriciens. Voilà. Donc on finance tous nos étudiants
de Franche-Comté qui vont faire ces formations là-bas. C'était une politique qui a été mise en place en Franche-Comté à cette époque-là. Et sur le métier du social, c'est 6,6 millions d'euros sur l'année 2018. Et puis, nous finançons aussi les formations de niveau 5, ambulanciers, aides-soignants, auxiliaires, puériculture et AES. Alors, jusqu'à présent, en cofinancement avec Pôle emploi. Non, je disais que maintenant les niveaux sont inversés. C'est-à-dire C'est niveau 1. Avant oui, oui, c'est vrai que... Oui. Mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Vous comprenez ce que je veux dire, je suis encore dans l'ancien... Oui. L'ancienne nomenclature. Donc ambulancier, aide-soignant, auxiliaire, AES, c'était des cofinancements Pôle emploi et région. Donc, à partir de l'année prochaine, donc, il y a un désengagement de Pôle emploi sur ces formations-là. Donc ce sera à la charge à 100% des régions de financer ces formations. Financement des formations. Pas forcément, ça ne veut pas dire forcément rémunération des stagiaires. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Nous finançons aussi les bourses. Hein, c'est nous qui avons la charge des bourses du sanitaire. On n'a pas forcément l'obligation d'attribuer des bourses pour le social, mais on l'a fait par souci d'équité des étudiants. Et aussi sur la formation les formations de niveau 5. C'est un choix volontariste de la région. Et on finance aussi les frais de stage des stagiaires, des étudiants qui sont en formation paramédicale et sociale. Une autre politique volontariste, parce que nous ne sommes pas obligés, quand l'État nous a confié ces formations, il y a eu donc toute une réglementation, c'est très réglementé, vous l'avez dit, c'est des formations qui sont très réglementées au niveau pédagogique, mais aussi très réglementées au niveau de l'organisation. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Oui, nous ne sommes pas obligés de financer de l'investissement dans les instituts et les écoles. Mais on a fait le choix de le faire. Donc c'est des projets là actuellement que nous avons qui sont différents parce qu'ils ont été lancés lors des anciennes régions. Hein, parce que vous savez, quand on a des gros chantiers comme ça peut prendre plusieurs années. Donc là on est en train de boucler des dossiers qui avaient été réfléchis dans les 2 ex-régions. Donc, et de manière différente, parce que ce n'est pas les mêmes interlocuteurs, ce n'est pas les mêmes besoins sur chaque territoire. En Bourgogne, ils avaient une réflexion qui était quand il y avait besoin de refaire une école d'infirmiers, un IFSI, la réflexion était faite, donc IFSI-IFAS, était faite de rapprocher ces écoles dans les lycées parce qu'on a une baisse des effectifs dans les lycées, un besoin de restructuration un peu des bâtiments, rationalisation des bâtiments. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que dans certains lycées, on a des filières ASSP, vous connaissez, et des filières qui orientent les jeunes sur le médico-social par la suite. Donc on considérait qu'il y avait une belle continuité aussi. Et quand on peut le faire dans un lycée, ça permet aussi aux étudiants d'avoir accès à la restauration scolaire. Donc il y a être dans un environnement un peu style campus, donc ça peut être intéressant. Donc on a pour les gros chantiers importants là qu'on est en train de finaliser, qui sont déjà pour certains finalisés et qu'on va finaliser, enfin pour Besançon ça va être... je ne serai plus là, je pense, ce sera la prochaine vice-présidente en charge qui inaugurera, mais je suis actuellement en train de travailler sur ce dossier. On en est où on a fait le jury de concours là, c'est la construction d'un bâtiment neuf sur le campus, sur Thémis Santé, près de la fac santé, donc un institut de formation métier de la santé qui va nous coûter 24 millions d'euros. Nous avons mis 8,5 millions sur l'IFSI du Nord-Franche-Comté qu'on a installé aussi sur le campus. Hein, il y a eu une fusion entre les 2 instituts de Belfort et Montbéliard. Là, je suis allée visiter il n'y a pas longtemps, les étudiants sont heureux, un bâtiment flambant neuf et en plein dans le campus universitaire.
Tout le monde a l'air heureux et content. Nous avons mis 3 millions d'euros à Chalon pour intégrer les filles dans le lycée Niepce, et puis 2,8 millions par exemple. Voilà, c'est pour vous donner un peu la tendance, puis les moyens que la région peut mettre sur une politique qui est volontariste sur Paray-Monial. On a fait effectivement dans le lycée. Donc voilà un peu la vision. Si vous avez des questions, je peux peut-être m'arrêter là, et puis après on peut parler de l'attractivité. Voilà un peu les grandes lignes de notre compétence en matière de formation sanitaire et sociale. Je pense que c'était important de recadrer un peu les choses et puis voir un peu la politique. Au début de votre intervention, excusez-moi, vous avez parlé d'un constat de places disponibles dans vos écoles. Alors peut-être que vous allez l'aborder dans la suite. Ah, d'accord. Parce que ma question était de savoir si vous avez une orientation ou si vous avez mis des choses en place justement pour... je pourrais vous le dire. D'accord. C'est peut-être là le sujet, c'est une bonne introduction si vous n'avez pas de questions sur le mode de fonctionnement. Concernant l'attractivité, alors comme je l'ai dit en début, en propos liminaire, c'est un sujet qui date depuis 2 ans, qui nous inquiète. Parce que habituellement, on avait plutôt des places en attente, enfin des listes d'attente pour entrer sur certaines formations. Donc je vais vous parler de la formation AES, qui n'est peut-être pas liée non plus à l'attractivité du métier, mais avec le changement, la fusion AMP, DEAVS, je ne suis pas sûre que les 3 options, je ne suis pas sûre que les étudiants aient une bonne vision de ce que ça peut représenter comme métier. Il y a l'aide-soignant, ça c'est un métier qui nous inquiète beaucoup. Il y a en matière sociale les métiers d'assistante sociale, d'ISF aussi. Donc là c'est pareil, je pense que c'est une vision aussi du métier. Il y a un manque, éducateur, jeunes enfants, enfin il y a beaucoup de formations. Il commence à y avoir quand même beaucoup de formations qui peinent à recruter, parce que les moyens on les met, parce qu'il y a des places de vacances. J'ai été rencontrer le sénateur de la Nièvre une fois qui nous avait interpellé sur cette question-là en disant mais donner des places en plus. J'ai dit non, on ne va pas donner des places en plus, elles ne sont déjà pas complètes, donc c'est pas là le sujet. C'est des discussions qu'on a aussi à Région de France. On a une commission santé et formation sanitaire à Région de France. On a toutes les régions qui sont réunies autour de la table, soit par la présence de techniciens ou soit par la présence des élus. Mais c'est une commission où l'ensemble des régions participent vraiment. Et c'est une vraie question aussi, c'est national, hein, vous devez le savoir, vous avez dû l'entendre. 30% moyenne. Voilà. On nous parle de hôpital bashing. Oui, mais il y a une réalité. Enfin, pour moi, il y a une réalité. Ce métier n'est pas attractif, il repose sur d'autres critères que la formation, parce que si on prend la formation d'aide-soignant, une formation de 18 mois, elle n'est pas très longue, accessible à un niveau... il n'y a pas, à part peut-être le concours d'entrée, où là il y a un sujet également, peut-être. Moi je suis en train de poser des questions et de faire remonter les choses auprès du ministère via les régions de France. On supprime le concours d'infirmier, mais on laisse le concours d'aide-soignant. Ça me pose question, surtout pour un diplôme de ce niveau-là. Les conditions de travail. Alors moi, je connais bien, je suis jurassienne, donc je vois aussi ce qui se passe avec la Suisse. Il n'y a pas que le salaire qui attire en Suisse, il y a aussi les conditions de travail. J'ai quelques amis qui travaillent, qui sont partis travailler en Suisse et qui me le disent beaucoup, hein, c'est les conditions de travail. Autant, alors je vais vous dire n'importe quoi parce que je n'ai pas les chiffres, mais il me dit en France on est 1 pour 10, en Suisse on est 1 pour 3, pour 4, quoi. Donc voilà.
Je vous ai dit n'importe quoi là, hein, mais c'est pour vous montrer les cas, parce que je ne suis pas une spécialiste, mais voilà, on a d'autres conditions de travail, et il y a la rémunération. Alors là, c'est peut-être un peu politique ce que je vais vous dire, mais je ne vois pas comment on peut dire à des aides-soignants, on va vous mettre une carotte pour être mieux traité dans les urgences. Je ne suis pas sûre que ça apporte la réponse à la problématique du métier. Je pense qu'il y a toute la question de l'organisation dans les hôpitaux. Voilà. Alors, je veux bien dans les médias, parce que c'est ce que j'entends, dans les médias, on parle que des choses négatives à l'hôpital. C'est vrai qu'il n'y a pas que des choses négatives, c'est quand même un beau métier, ce sont des beaux métiers, mais pour les personnes, il y a un manque de reconnaissance qui n'est pas lié qu'au salaire. Je pense qu'il y a ça, il y a besoin d'être reconnu, d'avoir une vraie réflexion sur l'intitulé, enfin pas les intitulés du poste, mais les tâches de travail. On voit un décalage, une délégation de tâches, des délégations de tâches qui sont données comme ça. Alors bientôt les infirmières vont faire quelques tâches qui étaient allouées aux médecins avant. Après, donc ça, mais ça existe déjà. Moi, je connais plein d'aides-soignantes qui distribuent les médicaments, qui font des tâches que les infirmières doivent faire. Donc c'est une réalité. Et c'est une réalité qu'on ressent dans les territoires ruraux, mais aussi dans les territoires urbains. J'ai déjà discuté avec un membre du CHU de Besançon qui me dit on a la même problématique. On a problématique aussi de personnes qui sont en arrêt maladie parce qu'elles n'en peuvent plus, ou parce qu'elles sont fatiguées, parce qu'il y a des problèmes physiques, c'est des métiers qui sont beaux mais qui sont difficiles. Donc voilà, comment on peut travailler là-dessus? Bon, ça, c'est pas notre domaine à la région. Nous, on ne peut pas, à part alerter le ministère parce qu'on ressent sur le terrain ce qu'on entend sur le terrain, c'est une chose. Mais nous, notre compétence, c'est la formation. Et sur la formation, donc on est en réflexion. On est en réflexion avec les écoles, parce que les écoles s'inquiètent aussi. On est en réflexion avec les lycées, parce qu'il y a des filières, parlant de filières, je trouve qu'il manque un esprit de filière dans ces métiers-là, que ce soit dans le social ou dans la santé. Voilà. Comment on peut aussi, quand on rentre dans ce métier-là, avoir en tant que professionnel une vision de notre avenir et comment on peut évoluer dans ces métiers-là. Je trouve que la vision, elle n'est pas là. Quand on veut quand on rentre dans un métier, on a envie d'évoluer. Donc ça, c'est aussi un sujet peut-être à travailler, mais avec tous les acteurs autour de la table, parce que seul chacun dans notre coin, on n'y arrivera pas. Et puis nous, ce qu'on est en train de travailler, alors vous connaissez la réforme de Parcoursup, ce qu'on a vécu cette année, les retours que j'ai, sont que beaucoup d'étudiants qui sortaient de bac, n'importe quel bac, donc vous savez, avaient le droit de s'inscrire sur Parcoursup sur ces métiers d'infirmier. Et beaucoup de jeunes aussi qui sortent du bac pro à SSP sont allés directement sur ces formations-là. Et on sait très bien qu'il y a une marche à franchir entre le bac pro à SSP et la formation d'infirmier. Souvent, les prérequis ne sont pas là. Et du coup, on a fait en sorte, on a réfléchi avec certaines écoles pour faire en sorte que les concours d'aides-soignants soient décalés par rapport aux autres années pour que les étudiants qui s'étaient inscrits sur Parcoursup, une fois qu'ils ont l'avis négatif, puissent se retrancher sur les concours d'aides-soignants. Nous allons expérimenter dans le cadre du
plan régional d'investissement dans les compétences, donc on a ce dispositif-là sur lequel on a un volet expérimentation où là on va pouvoir agir, qui est lié aussi à un travail qui est fait avec les départements. Moi j'ai rencontré tous les départements, enfin ceux qui ont bien voulu me recevoir pour aborder cette question-là. Nous on va conventionner avec les départements parce que ce qu'il faut savoir c'est que les départements maintenant vont avoir la compétence d'envoyer des gens directement en formation sans passer par des, comment on les appelle, des prescripteurs, d'autres prescripteurs que sont Pôle emploi. Donc il y a vraiment un travail, une réflexion qui est menée sur ces métiers surtout niveau 5. Et on va expérimenter le fait d'avoir deux formations, deux ouvertures de formation sur une année. On commence pas qu'en septembre. On a une qui ouvre en septembre et une autre qui ouvre en milieu d'année. On va l'expérimenter déjà pour voir comment ça marche. Il y a toute la question aussi de l'apprentissage. Ah ça vous concerne? Crucial. Oui. Voilà, aussi bien sur le social que le sanitaire. Je pense que les organismes de formation sont prêts. Après, c'est compliqué, je sais, pour les centres publics, les structures publiques, parce qu'il n'y a pas d'aide. Quand on est structure publique, un hôpital public, il me semble qu'il n'y a pas d'aide à l'apprentissage pour ces structures-là. Ça, c'est un sujet qu'il faudrait regarder, mais voilà. Je ne sais pas après comment vos OPCO, comment vous avez travaillé avec les OPCO sur cette question-là, parce que nous, c'est une compétence qu'on perd. Hein. Donc, mais je pense que c'est un vrai sujet, l'apprentissage aussi, comment on peut développer l'apprentissage. Et on a récupéré la compétence information, hein, je dis bien information, pas orientation. On a l'orientation des demandeurs d'emploi, donc là on peut travailler sur ce sujet-là, mais au niveau des lycées, on n'a pas récupéré la compétence orientation, on a récupéré la compétence information. Donc là on est en train de réfléchir sur une petite manifestation type escape game, enfin assez ludique et assez moderne, en lien avec les lycées pour faire découvrir ces métiers de manière intéressante, quoi. Et voilà un peu où on en est, mais après on est aussi ouvert à plein de propositions. Comme je le disais, je pense que c'est ensemble qu'on pourra arriver à régler ce problème, et pas chacun dans son coin. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Ouais. Parlant de l'apprentissage, ce qui est important, l'apprentissage, ce qu'il faut savoir, c'est maintenant c'est jusqu'à 30 ans. Oui. Hein, il faut qu'on se le mette avec bien un dans la bonus tête. pour les personnels handicapés. Ouais. Hein, avec un bonus supplémentaire pour les personnels handicapés. oui, et pour quand on a une RQTH, on peut être en apprentissage au-delà de 30 ans. Ouais. Et ça, je sais qu'il y a le centre de réadaptation, de rééducation, je ne sais plus exactement, à Mulhouse, qui a des projets de réinsertion des personnes qui se retrouvent en situation de handicap. Ils ont un travail d'insertion dans le protocole de rééducation. Ah oui, avec des programmes de type Comet. Oui, je crois, c'est ça. Et puis ils sont prêts aussi, voilà, ils orientent un peu les gens sur l'apprentissage. Ouais. Et ça les intéresse, le métier du social. Alors, Mulhouse, je ne sais pas, nous on travaille beaucoup avec les gens du Normandie à Granville. Et le Normandie à Granville, ils ont un programme comme ça qui est le programme Comet. Pendant que les gens sont hospitalisés chez eux, ils ont la possibilité de faire justement un bilan de compétences, voilà, de faire des choses comme ça, de manière à ensuite, via Comet, être remis sur le marché du travail, après avoir éventuellement refait une formation complémentaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Greta aussi vont se lancer dans l'apprentissage. On a une proposition, on va peut-être l'expérimenter, mais on est en train de voir un peu comment ils vont mettre ça en place. Sur le Nord-Franche-Comté, enfin sur Belfort, avec une ouverture de 24 ou 26, je ne sais plus, places d'aides-soignants en apprentissage. D'accord. Puis nous, on a rencontré également le CRIP via donc le Centre de réinsertion professionnelle de Montpellier,
qui est la seule école, alors c'est l'UGCAM qui a ça, et c'est la seule école qui forme des RQTH uniquement au métier de aide-soignante et infirmière. Donc ils emmènent les gens jusqu'au diplôme. On les a vus dans le cadre du colloque et du séminaire qu'on avait fait sur les travailleurs handicapés dans la branche. Et c'est vrai qu'ils ont un programme qui est très intéressant. Donc il y a des choses qui sont... Je trouve que l'esprit filière et parcours de formation est intéressant parce que moi, ce que je dis aux jeunes, quand je vais rencontrer les jeunes qui sont en ASSP, je dis, vous ne vous bloquez pas. Peut-être que voilà, dans un parcours de vie, de forme professionnelle, on a des marches à monter. Peut-être si votre objectif c'est d'être infirmier, passez par aide-soignant, formez-vous et c'est une des problématiques que je pense qu'on a, c'est que ce sont des raccourcis un peu trop faciles. C'est pas ouvert à tout le monde. Aide-soignante, son ambition c'est de faire infirmière, sauf qu'il y en a très peu derrière qui suivent aussi ce parcours. ASH, pour faire AS, c'est le parcours rêvé. Hein. On dit on commence ASH pour finir AS, sauf que c'est pas la réalité du terrain dans nos entreprises. Et il y a une certaine usure professionnelle. Aujourd'hui, on parlait tout à l'heure des moyens numériques, il n'y a pas de secret. Les jeunes, ils ont les tablettes, ils ont accès au net, ils veulent faire aide-soignant, ils savent très bien rechercher, ils vont voir que c'est un métier pénible. On exerce entre 7 et 10 ans l'usure professionnelle à 45 ans, trouble musculo-squelettique, on se retrouve ou en comité de réforme, ce qu'ils appellent dans la fonction publique, ou inapte au travail, au mieux avec un licenciement, au pire dans le privé. Il faut changer cette image Alors, on en a discuté pas mal. Hein. Est-ce qu'elle peut changer par la formation? Est-ce qu'elle changera par l'organisation du travail? Moi, je suis plus sur cette piste. Il faut essayer de lutter, vous l'avez dit tout à l'heure, sur la pénibilité. C'est des travaux, le métier de la santé sont des travaux très très pénibles. Et il va falloir trouver une organisation du travail, à mon avis, qui permette de ne pas, alors excusez-moi, de ne pas faire des toilettes de 8h du matin à 20h de soir pour celles qui sont en 12 heures, hein, mais peut-être d'avoir une diversité de tâches, une répartition des tâches. Pourquoi pas de changer, d'être le matin aujourd'hui dans une unité Alzheimer et puis l'après-midi dans une autre, de changer un peu cette organisation qu'on a dans nos entreprises. C'est un gros travail, je pense. Hein. Il y a plusieurs facteurs. Hein. Oui, mais c'est pour ça que cette notion de parcours, montrer qu'il y a des parcours possibles différents, pas forcément... des passerelles, ce qu'on appelle des passerelles. Oui, voilà. Oui. Moi j'ai un compagnon qui est AMP, enfin AES maintenant, mais il est AMP, et quand il a travaillé à la masse, dans une masse, il a fait exactement les mêmes tâches. L'aide-soignant et l'AMP, ils avaient le même profil de poste, hein, c'était comme ça. Maintenant, il travaille dans un IME, c'est complètement différent. Et on sent dans tous ces professionnels-là, moi je discute beaucoup avec tous les gens qui travaillent dans ces métiers-là, parce que je suis très alerte, ça m'intéresse de comprendre un peu ce qu'ils vivent, parce qu'il faut aussi comprendre ce qu'ils vivent. La notion de changer de public est très importante, parce que des fois on peut être fatigué quand on travaille, vous dites, avec des personnes Alzheimer pendant 24 heures, enfin pas 24 heures sur 24, pendant des grosses périodes, une longue période de longues années. Ça peut être pesant aussi, on a besoin de se poser, peut-être aussi d'avoir... Il n'y a pas que les conditions de travail, il y a aussi le métier en lui-même, le public qu'on a en face de soi, qui peut être... je pense qu'il faut aussi l'écouter, ça. La notion de changer de public peut être aussi plus valorisant, parce qu'on change de tâche de travail, de méthode de travail, parce qu'on a un public différent en face de soi. Mais encore faut-il pouvoir le faire. Oui. Alors, j'ai quelques structures, j'ai rencontré, parce que dans le cadre de ma délégation handicap, je rencontre aussi beaucoup de structures qui travaillent dans ce champ-là, des grosses associations. Donc, je vais vous parler du Jura, parce que c'est ceux que je connais le mieux, mais Jura Alliance, les APEI, la SMH, l'Association Saint-Michel-de-Haut, où ils sont en train de réfléchir au groupement d'employeurs, mais avec les hôpitaux. Parce qu'en fait, ils ont les mêmes besoins. Ouais. Donc ils sont en train de réfléchir à ça. Alors je n'ai pas d'opinion sur le sujet, je ne connais pas. Je ne sais pas si vous connaissez un peu
comment ça peut fonctionner, et où là, la personne pourrait peut-être avoir la possibilité. Alors je sais qu'ils m'ont expliqué que ça avait été expérimenté sur Montpellier. Possible. Voilà. Et que les salariés s'y retrouvaient parce que finalement, elles avaient un emploi fixe, parce que quelquefois aussi c'est des temps partiels, ces métiers-là. Et là, elles avaient un temps plein. Et elle changeait de structure, de public. Alors c'est un peu le principe de l'intérimaire, mais là c'est quand même... Mais c'était plus organisé et peut-être plus local. Voilà. On n'a pas parlé d'intérimaire justement. Tiens, intérimaire, on se rend compte que beaucoup de personnes maintenant choisissent l'intérimaire parce que c'est quand même beaucoup plus intéressant au niveau financier. On paye les frais de déplacement quand ça dépasse tant de kilomètres. C'est ce qu'ils ont d'abord dans la Nièvre. La problématique dans la Nièvre, c'est qu'ils ont pratiquement que des intérimaires dans cette structure. Donc voilà. Mais après, c'est vrai que moi je connais bien aussi le territoire de la Nièvre, donc là il n'y a pas de problème, je peux en parler. C'est vrai que c'est intéressant d'avoir des groupements comme ça et de pouvoir effectivement échanger. Le problème, c'est que vous avez des gens qui ne veulent pas aller travailler à certains endroits. Par exemple, moi, si je demande à mes aides-soignantes d'aller travailler à la clinique en face, je peux vous dire que c'est un non, mais instantané. Il n'y a personne qui voudra y aller. Pourtant, moi, je suis RF, on fait que de la rééducation fonctionnelle. En fait, j'ai de la médecine chirurgie obstétrique, j'ai une clinique avec l'hôpital au premier étage de la clinique. Donc, je veux dire, au 8 et au 9, voilà, vous avez tout ça. Et moi, ils refuseront d'aller travailler là-bas. Parce qu'ils savent que les conditions de travail, c'est hors de question. Ah oui, mais après, voilà, c'est un tout. Et pourtant, ça leur ferait peut-être pas de mal d'aller voir autre chose. Ouais. C'est enrichissant. C'est enrichissant. C'est enrichissant. Des questions de mobilité aussi qui peuvent se poser. Oui, en l'occurrence, entre le 8 et le 9 terres, dans la même rue, après, chez moi, ce ne sera pas un problème. Mais on ne va pas les envoyer au Chan à Nevers, ça c'est sûr. Ouais, alors, je l'ai évoqué ce matin, il y a eu quelques régions, comme la Basse-Normandie et Languedoc-Roussillon, qui ont fait des GPEC collectives aussi. Ouais. Ce qui permet d'avoir un fichier, j'allais dire, de salariés relativement important, parce que il y a beaucoup de transferts entre salariés et tout. Voilà, et puis d'anticiper aussi les besoins, de faire des formations, j'allais dire, alors pas communes, mais de préparer bien en amont, en fonction de la pyramide des âges, leurs besoins en formation. Et je vous dis d'avoir un fichier, quand une salariée démissionne, n'importe quoi, paf, toutes les entreprises sont au courant. Et il y a eu de très très beaux résultats en Haute-Basse-Normandie. La Haute-Normandie a continué ce travail, la Basse-Normandie a terminé. Languedoc-Roussillon, ils sont encore en GPEC collective. Ça va faire au moins 6 ans que l'OPCA, ça a commencé avec l'OPCA format, donc ça fait plus que ça, a commencé le financement. Actalliance continue à financer la GPEC collective. Ils doivent être à peu près entre 150 et 200 entreprises qui adhèrent à ce projet, avec des résultats relativement intéressants. De toute façon, ça peut être enrichissant pour et les entreprises que nous sommes, et les salariés, d'aller justement voir un peu ailleurs de temps en temps. Et puis, il ne faut pas qu'on oublie l'évolution liée à la législation par rapport au plan régional de santé, avec les objectifs du retour à domicile, que ce soit pour les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées. Parce que là, du coup, c'est une évolution, un bouleversement aussi dans les métiers. C'est ce que j'ai vu dans un des objectifs de la mission El Khomri, réfléchir à un parcours de la structure à domicile. Oui. Alors qu'on a plutôt tendance à voir que quand on forme quelqu'un qui est en structure à domicile, enfin dans les associations d'aide à domicile, une fois qu'elles sont formées, parce que nous on avait mis en place ces formations là sur l'aide à domicile pour permettre à ces personnels d'être formés en auxiliaire de vie, ces choses-là, dès qu'elles ont la formation, ou AES, aides-soignants, dès qu'elles ont la formation, elles partent travailler en structure. Parce qu'on a aussi ces conditions de travail. Donc là, je pense qu'il y a un engrenage à faire entre tout ce qui peut se passer, les réflexions gouvernementales sur ce sujet, et puis aussi les nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail, qui n'ont pas la même vision du travail que nous, et que
que les générations avant. Mais c'est... Ça, c'est un sujet dont on ne parle jamais. Ben là, on en a beaucoup parlé. C'est génial, ouais. parce que là, franchement... La table ronde de ce moi, j'ai pas d'enfants, mais je vois dans parlé. mes neveux et nièces, les jeunes que je connais, ils n'ont pas du tout la même vision du travail que nous. Ce qui, du coup, c'est ce qu'on disait ce matin, est très problématique pour les entreprises. Parce que vous avez des gens qui ne sont pas fidélisés dans les entreprises et qui, du coup, viennent et ne savent pas faire le métier. Et mais en fait, on a... Alors, c'est intéressant ce que vous dites, notamment avec l'hospitalisation à domicile. Ok, il y a un virage à prendre. Alors, le virage ambulatoire qui a été imposé, il a été relativement facile à prendre pour nos structures. Parce que finalement, ça amène des changements d'organisation, mais ça bouleverse pas... alors, peut-être un peu plus pour le MCO, que je connais un petit peu moins que... Donc, médecine, chirurgie obstétrique et clinique chirurgicale. Par rapport, donc moi, je suis SSR, centre soins de suite réadaptation. Par contre, la HAD, c'est très compliqué. Vous allez dans la Nièvre, la HAD est sur Nevers, et quand vous avez un patient à voir à Corbigny, un patient à voir à Clamecy, encore que je me demande si Clamecy n'est pas relié à Lyon, donc vu qu'ils sont sous la chape du CH d'Auxerre. Mais en fait, le problème, c'est qu'en ville, la HAD, c'est bien, c'est facile. Ouais. Vous avez accès à des transports en commun, vous pouvez, voilà. En territoire ultra rural, comme peut être la Nièvre, c'est terrible. Parce que finalement, vous avez un salarié que vous mettez sur la route pour voir 3 patients dans la journée. Donc, c'est très compliqué. En plus, bon, ça tourne plus ou moins bien, c'est plus ou moins facile en fonction des organisations que vous avez. Et après, on nous parle maintenant de soins hors les murs, d'hospitalisation hors les murs. Alors là, c'est absolument merveilleux. Moi, j'aime beaucoup le concept de l'hospitalisation hors les murs, surtout vu le métier que je fais, parce que nous, en rééducation fonctionnelle, donc on a quand même demandé à l'ARS s'ils comptaient nous financer pour une remorque avec la piscine sur la remorque. Avec, nous, on a des exosquelettes de membres inférieurs, de membres supérieurs, donc est-ce qu'on va trimballer avec, en gros, un camion pour aller rééduquer 2 personnes dans la journée? C'est pas possible. On ne peut pas faire. Donc, encore une fois, il y a des virages à prendre, mais on nous impose des choses, on le voit très bien avec Proa. Quelqu'un un jour dit, oh, j'ai une super bonne idée, j'ai besoin de 9 milliards d'euros pour former les chômeurs, on va prendre Proa. Hop, c'est fait. Et là, tout d'un coup, vous avez les gens qui disent, mais c'est bien. Et les gens qui ont déjà un diplôme, mais un petit diplôme, comment on va faire pour les faire évoluer? Aide-soignante, pour faire IDE. Oh, bah vous allez vous en occuper. Bah oui, à 10 000 € par an pendant 3 ans, on va s'en occuper. Oui, on a plein de budgets dans nos établissements, c'est connu. Donc, vous voyez, c'est ça aussi le problème. C'est que, voilà, et c'est que les décideurs dont vous faites partie au niveau de la région, il y a beaucoup de choses à faire remonter, et en fait, on n'est pas écouté. Nous, on est les premiers à dire avec M. Chagnac, quand on rencontre les élus, quand on se déplace, on leur dit, mais vous savez, prenez notre carte et appelez-nous, quoi. Parce que franchement, si vous voulez savoir comment ça se fait en fait sur le terrain, on ne va pas faire de polémique, on n'est pas là pour ça, on n'est pas dans le politique, on est dans le factuel. Mais c'est ça, ouais. Bah voilà comment ça se passe, voilà là où moi je pêche, voilà là où par contre je suis hyper à l'aise, donc là je peux faire quelque chose. Par contre vous ne me donnez pas les moyens. Donc là finalement je pourrais le faire, mais il faut un petit peu d'argent là quand même. Et pas forcément des milliers, des cents d'ailleurs. Donc c'est un petit peu ça le problème, et c'est le problème partout. Ben oui, c'est le problème partout. Après, la région, elle ne peut pas résoudre le problème non. qui n'est pas de son ressort. Non, mais c'est vrai, quand on a été rencontré Région de France, à chaque fois qu'on a rencontré Région de France, c'est partout pareil. Oui, c'est partout. Ouais. Le constat est le même. Le constat est le même. Les gens s'interrogent, les gens nous ont interrogés pour dire, mais tiens, est-ce que vous n'auriez pas une bonne idée, vous, sur l'attractivité? Oui, mais il va falloir des moyens, il va falloir... Voilà, des moyens. C'est ça le problème. Je pense qu'on a un enjeu aussi qu'on oubliait, on en a parlé un peu, c'est l'enjeu des nouveaux métiers qui vont arriver d'ici quelques années. Et si on ne prépare pas maintenant, alors moi je ne les connais pas ces nouveaux métiers. Il va falloir peut-être... Personne, je pense encore aujourd'hui, les connaît. Comment? Personne ne les connaît, on a une certaine idée. Hein, mais il faudra les reconnaître, par contre. Comment? Quand on les verra arriver, il faudra les reconnaître et les identifier. Il va falloir les reconnaître. Puis il y a l'intelligence artificielle, puis il y a la génétique. Et puis... Tout à fait, toute cette bulle numérique qui arrive à vitesse grand V. On a la possibilité maintenant de certification professionnelle, puisque les branches ont la main sur les certifications professionnelles.
c'est un gros défi qui va nous attendre aussi dans les années à venir. C'est hier, on parlait, je crois, 80% des métiers d'aujourd'hui auraient disparu demain. Voilà, en tout cas, dans leur forme actuelle. Mais le plus dur aujourd'hui, je pense, c'est que on aime quand vous avez une formation qui est très réglementée, on fait comment pour bouger les choses? C'est la problématique. Ouais. C'est ce que je disais. Si on prend le cas des... il est important. On prend le cas d'une aide-soignante, profession réglementée, d'accord, pour faire changer les lignes. Mais à iota, une virgule sur la formation, qui pourrait peut-être arranger énormément de personnes. C'est d'une complicité, mais c'est quasi impossible. C'est quasi impossible. Donc je pense que demain, malheureusement... Vous avez dit l'ARS par rapport à ça? À l'ARS, on les a pas rencontrés là-dessus. Ah, vous les avez pas rencontrés là-dessus. Ah, quoique, bah si, on avait l'ARS hier quand même. Oui. Alors attendez, l'ARS hier, effectivement quand même, ils ont travaillé, eux, à simplifier les parcours. Ils ont beaucoup simplifié les parcours, c'est ce qu'elle nous a dit hier, j'ai noté. Ils ont fait, ils ont modernisé les processus, ils ont aménagé les formations sur BFC, en les passant de 12 à 10 mois, c'est ça? Je crois qu'ils ont raccourci. Avec donc le parcours court, ils ont lancé les VAE collectives et ils ont modifié leur processus de sélection. Donc quand même, ils ont... Oui, bah non, mais c'est... Vous n'enregistrez pas tout ce que je dis. Moi, je trouve que les dossiers VAE, c'est... Non, mais on est tous d'accord. C'est la croix et la bannière. Franchement, c'est pas... Voilà, c'est pas du tout adapté. Non, on ne donne pas envie. Et en plus, alors, on ne donne pas envie, première chose. Ensuite, comme on disait quand même, pour passer son livret 2, il faut un bac plus 5. Et derrière, ils ne sont pas reconnus par leurs collègues parce qu'ils n'ont pas fait le diplôme. Donc c'est tout perdant la VAE. Tout perdant la VAE, c'est terrible. Et donc tout le monde est d'accord là-dessus. Et normalement, pour ceux qui n'obtiennent pas en plus leur VAE, ils se remettent encore plus en question en disant mais est-ce que je suis réellement un vrai échec. Il y a d'énormes problèmes du VAE-IBOD à la région Bourgogne-Franche-Comté, avec des difficultés de réunir des jurys sur le VAE-IBOD. C'est terrible. Alors, je ne veux pas faire de procès d'attention, c'est pas ça. Je ne sais pas si c'est vraiment volontaire ou... je ne sais pas, mais la Bourgogne-Franche-Comté pose vraiment problème pour la Rhône-Alpes aussi, la région Rhône-Alpes, je crois, ces deux régions. C'est un problème qui a été remonté par nos adhérents médecine, chirurgie, obstétrique, justement, lors de notre dernière AG, où justement, ils ont dit, mais c'est absolument invraisemblable, nous n'allons jamais pouvoir valider nos IBOD. Il n'y a pas de jury. Ils refusent de se réunir. Voilà. Ou alors, quand ils se réunissent, dans certaines régions, c'est... Ils ont peur de perdre leur place, pourtant... On ne sait pas. On ne sait pas, on se pose des questions. Mais la concurrence. Ils font, mais ils font du... La rétention, on va dire. Ah oui, ils font de la mauvaise volonté à outrance. C'est assez inquiétant. Il faudrait réformer la VAE. La VAE, c'est le livret qui va falloir réformer. Faire la VAE IBOD. Non, mais c'est pas toujours simple de se faire... d'avoir en face de soi en jury des personnes qui sont de la même profession. Parce qu'il y a un jugement... Enfin, moi, c'est ce que j'ai entendu aussi. Il y a forcément un jugement. Lors d'un examen. Le plus dur dans la VAE, pour beaucoup de personnes, c'est le livret. Oui, mais c'est livret. C'est l'une des étapes les plus dures sur la VAE. Il va falloir se pencher un jour sur ce fameux livret. Est-ce qu'il a besoin d'être si complexe que ça? Est-ce qu'on ne pourrait pas simplifier les choses? Je vois même la formation d'aide médico-psy. Ouais. Moi, j'ai accompagné mon compagnon dans sa formation, parce qu'il a travaillé dans l'industrie. J'ai dit, c'est une formation de niveau 5, ça? Non, mais alors, je pense qu'on est à nouveau... On leur demande, c'est impressionnant. Je pense qu'on est à nouveau dans la souffrance de ce que l'on a dit, donc je le redis puisque vous n'étiez pas là tout à l'heure, où effectivement, on disait dans certains pays, on reconnaît la réussite sociale par rapport au... Non, par rapport au métier qu'on a, au salaire qu'on a. En France, c'est quoi ton diplôme? Peu importe que derrière on ait réussi ou pas, c'est quel est le diplôme? Ah, c'est un bac plus 2. Super, là, t'as bien réussi pour un bac plus 2. Je parlais de la Suisse tout à l'heure. Des personnes qui ont un diplôme d'AMP, en Suisse, ils sont éduques. Mais
si vous voulez, le problème, et tout à fait, et là le problème c'est que nous on veut des diplômes, et chez nous le diplôme il n'est pratiquement, résumons, obtenable qu'en formation initiale, d'accord? L'apprentissage, enfin moi je suis la génération LEP, hein, donc voilà, donc c'était les LEP c'était les rebuts qui n'étaient pas capables de faire 2 plus 2, voilà. Moi je suis navrée, hein. Il valait mieux aller sur une formation courte, faire menuisier, ébéniste, garagiste, etc. Bien, ça, eux, ah ben non mais dans les formations des jeunes avec qui j'étais à l'époque, il y en a beaucoup plus qui ont fait des formations courtes et qui ont un bon travail aujourd'hui que ceux qui ont fait comme moi de l'université derrière et qui aujourd'hui ont un bon travail. C'est assez étonnant. Et ben malgré tout, on refuse de faire comprendre que l'apprentissage, machin. C'est bien l'apprentissage. Ouais, non, l'apprentissage, non. La VAE, pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de mettre en place dans les établissements un contrôle continu? Ah oui, c'est une bonne idée ça. Tout bêtement. Vous avez un cadre de santé, vous avez quelqu'un qui est formé, vous avez des infirmières qui sont référentes, des infirmières que vous allez aller former ou des aides-soignantes reconnues dans leur diplôme pour leurs compétences. Ces gens-là, vous les envoyez, vous les formez, et les VAE, vous passez par eux. Déjà, vous valorisez les gens en poste, vous les valorisez par rapport à des collègues, et les collègues, tout d'un coup, elles ne sont pas face à un jury qui vient sanctionner des gens qui, de toute façon, ne seront jamais aussi bien qu'elles parce qu'elles n'ont pas été foutues d'aller au diplôme. C'est ça, c'est pour ça que je voulais dire tout à l'heure. Et avec les IBOD, même chose. Non, tout d'un coup, vous avez des gens qui vont peut-être être bienveillants par rapport à des collègues, et qui vont pouvoir dire il y a un moment, allez, ce mois-ci on va vérifier telle compétence, et telle compétence, on a le livret comme dans un stage, et on fait ça, elle sait faire, ça elle sait pas faire. Quand elle sait pas faire, on a de la remédiation, on fait une formation complémentaire et on le valide en interne, on fait du contrôle continu. On ne fait pas une VAE absolument imbitable comme là, on est vraiment dans une démarche de valider des compétences. Exactement. Et on va les valider peut-être sur plus longtemps, mais on va les valider au fur et à mesure de la réalité d'un terrain, quoi. Parce que moi, aujourd'hui, dans mon établissement, j'ai des faisans fonction qui bossent bien mieux que des filles diplômées. Bien sûr. Et qui n'iront jamais à la VAE. Enfin, moi, j'en connais autour de chez moi en zone rurale. Salins-les-Bains, par exemple, c'est l'hôpital. Ils sont en recherche d'aides-soignants et d'infirmiers et ils ont des personnes qui font fonction d'eux. Bien sûr. Et qui travaillent très bien. Et du coup, c'est même inquiétant parce que ça veut dire que le diplôme, est-ce qu'il est encore nécessaire? Oui. Infirmier peut-être quand même. Oui, je parlais mais vous voyez par contre, à côté de ça, vous avez, nous on a eu la chance d'avoir des étudiants en médecine qui dès qu'ils ont commencé à faire médecine, ils sont venus travailler chez nous. Donc ils ont travaillé en faisant fonction. Ils ont travaillé en tant qu'AS et à Bac plus 5, à médecine 5, ils sont infirmiers. Ils n'ont jamais fait une piqûre. Ils ne savent pas poser une perf, ils ne savent rien faire, mais ils sont infirmiers. On va voir ce que ça va donner avec la réforme de la PACES. Là. Ah, on va voir. Pourquoi pas? La PACES, ça peut être très très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que là, vous avez aussi des gens qui, parce qu'à un moment, ils ont un certain niveau de diplôme, boum, tout d'un coup, ils ont l'équivalence d'un diplôme pour lequel ils ont fait 0 étude. C'est assez intéressant aussi. 0 geste technique. 0 geste technique. Ouais. Et nous, cette fille-là qu'on a eue, elle est venue et elle a passé 4 jours avec nos infirmières à faire des gestes techniques, à faire des choses comme ça. Et ensuite, elle a fait des remplacements. Mais c'est... Voilà. Mais on voit que dans le métier d'infirmier aussi, c'est dur. Hein. Je ne sais plus quelle est la durée d'exercice. Pour infirmier, c'est un peu plus long. Non, je pense qu'on est sur les 7-10 ans également. Réduit, hein. Comme aide-soignant, 7-10 ans. Parce que je pense qu'ils arrivent dans un métier, enfin nous c'est ce qu'on voit avec nos filles, hein. Ils arrivent dans un métier où ils veulent donner, ils veulent du sens à ce qu'ils font, etc. Et on leur dit, pas de problème, vous pourrez donner du sens quand vous aurez fait toutes les tâches administratives qui font 95% de votre métier. Et là, à ce moment-là, alors quand vous aurez été à toutes les réunions pour l'accréditation, quand vous aurez été à un groupe de travail, quand vous aurez machin, là, il vous reste... Voilà. À l'évaluation. Exactement, il vous reste 45 minutes dans votre journée sur 12 heures pour donner du sens à votre métier et aller voir Madame Machin qui elle a besoin de parler avec vous. Et quand je vais ça fait 2 années que je vais là, cette année, je ne vais pas pouvoir y aller, remettre des diplômes d'aide-soignants à l'école, à l'IFAS, enfin l'IFMS de Besançon.
L'année dernière, j'ai été un peu, pas choquée, c'est peut-être pas le mot, mais un peu perturbée, parce que la remise de diplôme a lieu là en ce moment. C'est des personnes qui ont eu leur diplôme au mois de juin, qui ont déjà commencé à trouver du travail. 100% trouvent du travail, pratiquement, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais j'ai vu une élève revenir en pleurant. J'ai vu plusieurs élèves me dire, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a On en parlait ce matin. On en parlait ce matin. On en parlait ce matin. On est limite de la maltraitance, c'est horrible. Une fille qui pleurait. Elle m'a dit, moi, c'est pas ce métier-là que j'ai choisi. Et on en parlait ce matin et on disait, il y en a même, ils n'attendent même pas d'avoir le diplôme, ils vont faire un premier stage. Et là, c'est l'enfer absolu. Mais moi, ce que je trouve étonnant, c'est quand même ils font des périodes de stage. Donc, est-ce qu'ils sont surprotégés en stage ou vous avez ou l'un ou l'autre. Ou l'un ou l'autre, voilà. On les laisse seuls. Ce qu'il disait ce matin, il disait quand à votre deuxième jour de stage, vous êtes en train de faire une toilette mortuaire tout seul, c'est pas possible, quoi. Il n'y a pas d'humanité. Ou alors ils ont juste envie de dégoûter les gens du métier. Voilà. Donc, et puis vous avez d'autres endroits qui sont bienfaisants sur les stages, effectivement, où on les prend, où on les encadre, où on les accompagne, où on leur montre les choses, on les laisse jamais seuls. Il n'y a pas que du négatif. Non, bien sûr. Mais... Et on les laisse pas seuls, et on est là, et on discute en même temps qu'on fait les choses, et on explique pourquoi on fait les choses. Il y a une expérience qui se fait par... Enfin, c'est la mutualité, je crois. Maison de retraite dans le Jura, à Clairvaux. Ils sont sur une démarche bienveillante où ils proposent donc aux personnes qui sont résidents d'avoir le choix de se lever à l'heure à laquelle ils ont envie de se lever, de faire leur toilette quand ils sont levés, de manger quand ils ont envie de manger, enfin aux heures qu'ils ont envie de manger, de faire les activités, voilà. Et je trouve ça intéressant parce que finalement on est dans une autre démarche. Après tout, quand on est dans une maison de retraite, on devrait se sentir un peu chez soi et aussi on va avoir cette liberté de... On n'est pas voilà. Comment ? Oui, même si on y est pour mourir souvent. Actuellement, oui. C'est quand même un lieu. Mais l'objectif des maisons de retraite, à la base, c'était pas ça. Eh oui. Là, on en arrive à ça, je suis d'accord. Ouais. Mais c'est bon, alors c'est peut-être... c'est bon ce que vous dites. Mais après, il faut du personnel, il faut du temps, il faut l'organisation qui le permet. Alors attention, moi je peux tout à fait, mon côté RH, j'imagine tout à fait ça. C'est-à-dire que vraiment tout à fait, j'imagine que, je veux dire, vous avez une salariée... Ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas 5-6 toilettes à faire d'un coup. Voilà. Alors à moins que tout le monde veuille être absolument sur le même créneau, et qu'elle a ses problématiques, mais effectivement, moi je vois tout à fait, vous avez des gens qui sont là de 7h du matin à 7h du soir. La seule difficulté qu'ils rencontrent, c'est pas vis-à-vis des agents, parce qu'ils sont contents d'être bienveillants, c'est vis-à-vis des familles. Quand ils arrivent, oui, mais... Mon père, ma mère, et comment ça se fait qu'il n'est pas lavé? Parce que voilà, il vient de se lever, laissez-le tranquille, il vient de se lever, il vient de déjeuner, voilà, il se lavera, on l'aidera à se laver quand ça sera le moment, et c'est pas grave, il n'y a pas des heures pour se laver, des heures, enfin dans la vie de tous les jours, on n'est pas comme ça, quoi. Quand on a envie de prendre du temps le matin, on a le choix, et voilà, mais bon... Ça peut paraître utopique, ça peut paraître... Non, mais dans un lieu de vie... des réflexions, des expérimentations... Dans un lieu de vie, ça a du sens, ce que vous dites. Oui. Nous, on a une unité EVCEPR, l'état végétatif chronique, état post-relationnel. Et c'est une unité de vie, même si les gens sont dans un état végétatif. Et en fait, on a une organisation qui est totalement différente du reste de l'établissement. Parce que sur 120 lits, on a besoin que les gens, à telle heure, ils soient descendus en kiné parce qu'il faut commencer la kiné. Donc là, on a un vrai problème de timing, parce qu'ils ne vont pas descendre en kiné avant d'avoir pris la douche. Parce que c'est pas supportable pour la personne, c'est pas supportable pour les kinés, voilà. Mais je parle kiné, je fais ergo, APA, etc. Donc là, vous avez une obligation, et à côté, vous avez cette unité, où là, en fait, c'est organisé beaucoup plus au fil de l'eau. On va prendre monsieur parce qu'on sait qu'il dort pas très très bien en ce moment, donc c'est lui qu'on va prendre en premier. Par contre, on arrive dans la chambre, il est en train de dormir, on va pas le déranger. Voilà. On va aller voir la personne suivante. Et puis c'est pas grave, le soin là, on va le décaler. Parce que là, il y a 8 patients et elles ont 12 heures pour faire les soins. On est dans quelque chose de totalement différent. Donc dans une maison de retraite, ça a du sens. Il y a besoin d'avoir du temps pour être dans le contact.
Tout à fait. Souvent, Ils ont fait des résidents, évaluations. c'est la seule personne qui voit de la journée. C'est vrai. Si en plus de ça, il faut que ça aille vite et puis ça soit agressif, parce que du coup, on peut comprendre que... Mais le problème, c'est d'essayer de se débarrasser de la tâche. C'est un sujet de société. Mais bien sûr, mais le problème, c'est de se débarrasser de la tâche pour ensuite avoir le temps de faire autre chose. Mais non, on est là pour les résidents, quoi. Ils ont fait l'évaluation, alors je parle plus côté personnel, hein, sur la satisfaction du personnel, non, vous ne savez pas. Non, pour l'instant, c'est en pleine expérimentation. C'est en expérimentation. Donc, je ne sais pas où ils en sont. Moi, j'ai entendu parler de ça parce que j'étais allée lors du grand débat, là, il y a eu quelques débats sur Dole, dont un qui était organisé par une mutualité, et c'est là qu'ils nous avaient un peu expliqué. Je demanderai à Michel Martin un peu le sommet. Et j'avais une question tout à l'heure, on parlait des aides-soignants. Est-ce que vous avez une idée du taux de fuite, on va dire, post-diplôme dans la région ou pas? Alors là, j'ai demandé à Amphore, parce que c'est eux qui ont toutes les... on les a vus ce matin. C'était là ce matin. En tête. Non, il y avait des données dont on a son portrait, on voit clairement, il y avait des données sur les taux d'exercice. Non, un post-diplôme de personnes qui n'exercent pas. Sur les enquêtes de l'Amphore, quand ils lancent les enquêtes, tout le monde ne répond pas. Qui ont le diplôme, sur ceux qui répondaient, il y avait une... On avait 90% quasiment qui exerçaient la d'intégration après, mais il y avait 4% des gens qui reprenaient une formation et il y avait 4% qui arrêtaient. Ah oui, donc là, c'est sur les gens qui exerçaient dans la région. C'était à 6 mois aussi, il serait intéressant de voir plus tard. Oui, parce que là, vous avez toujours, par rapport à la formation... 6 mois pour les sorties. Il y a un chiffre sur les ceux qui évaluations exercent dans la à 6 région. mois, elles sont faciles. Mais après, il y a une taux. Ah oui, mais les gens changent d'adresse mail, changent d'adresse, c'est très compliqué après. Alors, moi j'appelle juste votre attention sur le temps. Je crois que vous avez déjà pris beaucoup plus de temps que ce que vous aviez. C'est passionnant. Mais je sais, c'est un sujet passionnant. Du coup, ce que je vous propose, à moins qu'il y ait peut-être une dernière question ou une dernière remarque. Et vous verrez, je ne l'ai pas abordé parce que je sais que Françoise vient demain. Je pense qu'elle parlera du plan santé. Parce qu'on a une feuille de route handicap, une feuille de route santé. Donc dans la feuille de route handicap, bien sûr, il y a tout le sujet des formations sanitaires et sociales. Voilà, et c'est très transverse. Hein. Mais il y a une coordination avec la feuille de route santé. Aussi, il y a quelques réflexions qui ont été faites sur les formations par rapport à cette feuille de route santé. Donc je vous laisse en parler. Si moi j'avais une question justement, parce que vous parlez de financement des formations, des évolutions, etc. Ce qui est vraiment très bien. On voit que quelqu'un dans l'administration qui connaît un peu notre secteur, c'est quand même assez agréable. Est-ce que vous avez engagé des actions aussi, comme c'est le cas dans certaines autres régions, de promotion des métiers, de communication sur les métiers de la santé? La promotion des métiers de la communication? Non, typiquement, en fait, il y a certaines régions qui communiquent sur certaines formations qu'elles veulent mettre en avant. Je pense à une époque... nous, on l'avait fait sur l'industrie, métier de l'industrie. On est en train de réfléchir, on est en train d'y réfléchir à ça, c'est ce que je disais tout à l'heure dans le cadre de l'information et de l'orientation des demandeurs d'emploi, peut-être utiliser aussi des moyens du prix. On va essayer de voir comment on peut... mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'État nous a confié cette compétence, mais sans moyens... vous n'êtes pas la seule. Voilà. C'est pour ça que c'est très difficile parce qu'on a envie de faire plein de choses, mais voilà, on nous confie des compétences, il n'y a pas toutes les compensations parce que sur la compétence formation sanitaire et sociale, on nous a filé cette compétence, on nous a donné des compensations, mais elles ne sont pas suffisantes et on n'a pas toutes les compensations. Là, on va refaire la liste des compensations qu'on devrait recevoir par rapport à ce qu'on légalement ils nous imposent de faire. Voilà, bon, c'est une aparté, mais là, on est prêt aussi il faut qu'on travaille avec les instituts et les écoles. On a valorisé un projet qui a été mis en place par les éducateurs jeunes enfants. Je ne sais pas si vous l'avez vu, cette vidéo. Dans le cadre de l'égalité femmes-hommes, parce qu'on a aussi une vice-présidente, la vice-présidente au sport, Laetitia Martinez,
qui est aussi la compétence égalité femmes-hommes. Donc dans le cadre de cette compétence, cette politique volontariste transversale, on a accompagné l'IRTS, enfin les jeunes qui étaient en formation EJE de l'IRTS, qui ont fait une vidéo pour valoriser ces métiers en direction des hommes. Parce que on est à l'inverse d'autres formations. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de femmes dans toutes les formations qu'on a et très peu d'hommes. Les hommes sont très recherchés. Et c'est un équilibre aussi pour les résidents, enfin les patients, que l'équipe pluridisciplinaire. Donc c'est intéressant. Donc voilà, on va sur des petits sujets comme ça, mais en lien avec les écoles.